Bonjour, dans cette capsule, nous allons établir les équations horaires du mouvement d'un objet dans le champ de pesanteur. Pour cela, on s'appuiera sur la démarche qui a été établie dans la capsule numéro 1 du même chapitre. Nous lançons un projectile dans le champ de pesanteur terrestre qui est considéré uniforme dans le domaine d'étude. La première chose à faire est un schéma de la situation. On repère le centre d'inertie de l'objet par le point G, puis on choisit un repère. On a décidé ici, à l'instant t0, de faire coïncider la position du point G avec le point O, origine du repère. Dans notre cas, nous allons travailler avec les trois axes OX, OZ et OY. Le sens et la direction et le nom de chaque axe est propre à chaque exercice. À l'instant t0, on repère également le vecteur vitesse v0 qui, dans notre cas, fait un angle alpha avec l'horizontale. On n'oublie pas aussi de représenter le vecteur champ gravitationnel G vertical vers le bas. On n'oublie pas de définir le système étudié, ici donc le centre d'inertie G d'un système quelconque de masse m. On précise le référentiel, ici le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Attention, dans toute la suite de la démonstration, on ne travaillera qu'avec les expressions littérales. Même si certaines grandeurs nous sont connues, on ne remplacera par leur valeur que tout à la fin de l'exercice. À partir du schéma établi, on peut déterminer les coordonnées de plusieurs vecteurs. Personnellement, je trouve qu'il est plus judicieux de définir ces vecteurs au moment où on en a besoin, mais pour les besoins de l'exercice aujourd'hui, je vais les présenter en amont. Définissons d'abord dans notre repère les coordonnées du vecteur G, c'est-à-dire exprimons Gx, Gy, Gz. Pour cela, nous projetons donc le vecteur dans le repère. Gx est nul ainsi que Gy. Par contre, Gz est égal à moins G. Moins traduit que l'axe Z est vertical positif vers le haut, tandis que G est vertical vers le bas. Il ne faut pas apprendre ces coordonnées par cœur, mais il faut savoir s'adapter à chaque situation. Imaginez que l'axe Z ait été orienté vers le bas. Dans ce cas-là, l'axe Z et G auraient eu même sens, donc Gz aurait été égal à plus G. On aurait pu également appeler l'axe vertical non pas Z mais Y. Dans ce cas-là, Gy n'aurait pas été nul mais égal à moins G et c'est Gz qui aurait été égal à 0. Donc, il faut être vigilant à chaque situation. Maintenant, nous pouvons aussi déterminer les coordonnées de deux vecteurs liés aux conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant t égale 0. Il s'agit du vecteur vitesse initiale v0. Donc, on va donc exprimer v0x, v0y et v0z. Dans le cas général, le vecteur v0 fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, en utilisant les relations trigonométriques, on va établir que la projection de V0 sur l'axe OX, c'est-à-dire V0x, est égale à V0 fois cos alpha. La projection du vecteur sur Y est nulle, donc V0y est égal à 0, tandis que la projection du vecteur V0 sur l'axe OZ donnera V0 fois sinus alpha. Et pour finir, nous pouvons déterminer les coordonnées du vecteur position à l'instant égale 0, c'est-à-dire lorsque le centre d'inertie est confondu avec l'origine du repère. Dans ce cas-là, x0, y0 et z0 seront égales à 0. Attention, ce ne sera pas toujours le cas. Imaginons que le centre d'inertie à l'instant 0 se situe à une altitude h. Dans ce cas-là, le vecteur position aurait été défini par x égale 0, y égale 0, mais z égale h. Il faut, comme toujours, savoir s'adapter à chaque situation particulière.
Maintenant, nous allons suivre le plan de travail qui a été défini au cours de la capsule numéro 1. Nous commençons par faire le bilan des forces qui s'appliquent au système. On va généralement négliger toutes les actions mécaniques dues à l'air, c'est-à-dire les forces de frottement, mais également la poussée d'Archimède. Dans ce cas-là, le bilan des forces va se résumer à une seule force, le poids de l'objet. On donne l'expression du poids, P est égal à mg, expression vectorielle. L'étape suivante est d'utiliser la deuxième loi de Newton. Donc, premièrement, on l'énonce. La somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement du système par rapport au temps, ce qui revient à dire est égal à m fois a. La somme des forces. Ici, nous avons dit que la seule force qui s'appliquait est le poids. Donc on peut écrire que P est égal à m fois a bien sûr étant l'accélération du système. On exprime P est égal à m fois g, qui est donc égal à ma. On peut donc éliminer la masse et on obtient donc que A est égal à g. L'accélération est égale au vecteur champ gravitationnel. Pour terminer cette étape, il faut donner les coordonnées du vecteur accélération. Donc, à mon avis, c'est maintenant qu'il est judicieux de donner l'expression du vecteur g. Puis, par égalisation, on peut dire que AX est égal à 0, que AY est égal à 0 et AZ est égal à moins g. On vient d'établir une expression du vecteur accélération que l'on va donc maintenant intégrer par rapport au temps. Je rappelle qu'on a défini que l'accélération était la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, à partir de l'accélération, je peux remonter à une expression du vecteur vitesse en intégrant le vecteur accélération. On écrit donc, par intégration par rapport au temps de l'accélération, on obtient une expression du vecteur vitesse, c'est-à-dire ses coordonnées Vx, Vy et Vz. Pour trouver Vx, on doit trouver la primitive de Ax, c'est-à-dire trouver une fonction qui, lorsque je la dériverai, me permettra d'obtenir 0. Donc seule une constante indépendante du temps, lorsqu'elle est dérivée par rapport au temps, donnera 0. Donc j'exprime que Vx est égal à A, constante d'intégration. On raisonne exactement de la même façon pour Vy, puisque AY est égal 0. Donc Vy est égal à B, constante d'intégration. Pour Vz, il faut que je trouve une fonction qui, lorsque je la dérive, me donne moins g, c'est-à-dire une constante. Donc la primitive de moins g va être moins g fois t. J'écris donc que Vz est égal à moins gt plus c. Alors pourquoi plus c? Prenons le cas de deux fonctions, 2x et 2x plus 3. Si je dérive ces deux fonctions, je vais trouver la même dérivée qui est égale à 2. Maintenant, je veux remonter aux fonctions initiales à partir de d. Donc, trouver la primitive de 2. Il s'agira de 2x. Cependant, au cours de la dérivation, j'ai perdu des informations sur la constante. Dans le cas de la première fonction, la constante est égale à 0, et pour la deuxième fonction, elle est égale à 3. Donc, quand j'écris la primitive de 2 est égale à 2x, je suis obligé d'ajouter une constante d'intégration qu'il me faudra déterminer ultérieurement dans l'exercice. Donc, c'est pour ça que la primitive de moins g, c'est-à-dire Vz, est égale à moins gt plus c. A, B et C sont des constantes d'intégration qu'il va falloir maintenant déterminer. Dans l'étape suivante, afin de déterminer la valeur des constantes A, B et C, on va se placer à l'instant initial t égale 0. Nous avons établi précédemment une expression du vecteur vitesse à l'instant 0, V0, dont les coordonnées sont reportées ici. L'expression de la vitesse que nous venons d'établir est valable à n'importe quel instant, et donc elle est aussi valable à l'instant t égale 0. On va donc pouvoir écrire que le vecteur vitesse à l'instant 0 a pour coordonnées Vx à l'instant 0, Vy à l'instant 0 et Vz à l'instant 0. Vx à l'instant 0 est donc égal à A,
mais également grâce aux conditions initiales à V0 fois cos alpha. Vy à l'instant 0 est égal à B, mais également grâce aux conditions initiales à 0. Vz à l'instant 0 est égal à moins gt plus c, mais comme ici t est égal à 0, je vais pouvoir donc écrire Vz à l'instant 0 est égal à c, qui est égal à V0 sinus alpha d'après les conditions initiales. Donc, grâce aux conditions initiales à t égale 0, je peux dire que A est égal à V0 cos alpha, B est égal à 0 et C est égal à V0 sinus alpha. Ces trois expressions des constantes, je vais les réintégrer dans l'expression générale de la vitesse, de sorte que le vecteur vitesse a pour coordonnées Vx de t est égal à V0 cos alpha, Vy de t est égal à 0 et Vz de t est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Arrêtons-nous quelques instants sur ces expressions. On voit que la vitesse horizontale est constante puisque Vx est égal à une constante. T n'apparaît pas dans l'expression. Le mouvement vertical est uniformément accéléré car Vz est égal à une constante fois t. On remarque que le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un objet placé uniquement dans un champ de pesanteur ne dépend pas de la masse de l'objet. On vient donc d'établir une expression du vecteur vitesse et par intégration, on va pouvoir accéder à une expression du vecteur position. On a défini le vecteur vitesse comme étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, par intégration par rapport au temps de la vitesse, on va pouvoir déterminer le vecteur position au g de t. Les coordonnées du vecteur position sont x de t, y de t et z de t. X de t correspond à la primitive de Vx de t, donc la primitive de V0 cos alpha. V0 cos alpha est une constante, donc sa primitive sera V0 cos alpha fois t, plus d, constante d'intégration. On a expliqué précédemment la nécessité d'ajouter une constante à l'expression. Y de t est la primitive de Vy, c'est-à-dire de 0. La primitive de 0 sera donc une constante E. Z de t sera la primitive de Vz de t. Alors, Vz de t est égal à moins gt. La primitive de la fonction t sera t au carré. Mais lorsque je dérive t au carré, je vais obtenir 2t. Donc afin d'éliminer le 2, je peux dire que la primitive de moins gt sera égale à moins 1 demi de gt carré. La seconde partie de Vz, c'est V0 sinus alpha, qui est une constante. Donc la primitive d'une constante sera V0 sinus alpha fois t. Donc, l'expression de z de t sera moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus f, constante d'intégration. J'ai été obligé d'ajouter une constante d'intégration, toujours pour les mêmes raisons. Donc maintenant, il va falloir déterminer les expressions des constantes d'intégration d, e et f. Pour cela, comme précédemment, on va se placer à l'instant t égale 0. J'ai une expression du vecteur position initiale à l'instant 0, OG0. On avait précédemment défini que OX0 est égal à OY0 est égal à Z0 est égal à 0, car le centre d'inertie à l'instant 0 est confondu avec l'origine du repère. On vient d'établir une expression générale du vecteur position en fonction du temps. Cette expression est valable à tout instant et donc en particulier à l'instant t égale 0. Je vais donc pouvoir écrire que le vecteur OG0 à l'instant 0 a pour coordonnées x à l'instant 0, y à l'instant 0 et z à l'instant 0.
Donc, on a défini que x à l'instant 0 est égal à v0 cos alpha fois t, mais ici, t est égal à 0, plus d. Donc, l'expression se résume à d, et elle est égale, d'après les conditions initiales, à 0. Pour y à l'instant 0, on a dit que c'était égal à e, mais d'après les conditions initiales, c'est aussi égal à 0. Pour z à l'instant 0, on a défini l'expression moins 1 demi de gt carré, mais attention, t est égal à 0, donc cette partie-là est éliminée, plus v0 sinus alpha fois 0, donc cette partie-là est éliminée. Il reste donc uniquement f, qui est égal à 0 d'après les conditions initiales. Donc, dans notre cas, les trois constantes d'intégration d, e et f sont égales à 0. Je reporte ces trois valeurs dans l'expression générale du vecteur position et j'obtiens donc une expression du vecteur position au g de t, de sorte que ces coordonnées soient x de t est égal à v0 cos alpha fois t, y de t est égal à 0, et z de t est égal à moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t. Ces trois équations sont appelées les équations horaires du mouvement du centre d'inertie. On parle d'équations horaires puisque x, y et z sont définies en fonction du temps. On peut dire, d'après ces équations, que le mouvement se déroule dans le plan OXZ puisque y de t est égal à 0. On dit que le mouvement est plan. Maintenant que l'on dispose des équations horaires, on va pouvoir établir l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire s'appelle aussi équation cartésienne de la trajectoire. Établir l'équation, c'est avoir une expression de z en fonction de x. D'après le vecteur position, nous avons une expression de z en fonction du temps. Donc, l'on voudrait remplacer la variable t par la variable x. Grâce à l'équation x de t qui est égale à v0 cos alpha t, on va pouvoir avoir une expression de t qui est égale à x divisé par v0 cos alpha. Maintenant, on va remplacer t par l'expression qui vient d'être définie dans l'équation horaire z de t. On va donc obtenir que z de t est égal à moins 1 demi de g x sur v0 cos alpha au carré plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cos alpha. Alors certaines simplifications apparaissent dans le deuxième membre en x de t, les v0 s'éliminent et sinus alpha divisé par cos alpha donne tangente alpha. Donc en conclusion, l'équation cartésienne de la trajectoire est égale à z égale moins g de x au carré sur 2v0 au carré cos carré alpha plus tangente alpha fois x de t. Alors on reconnaît ici l'équation d'une parabole dans le plan OXZ qu'on appelle plan de tir. Cette parabole est incurvée vers le bas. On a donc enfin atteint notre objectif, c'est-à-dire que l'on vient d'établir l'équation de la trajectoire du mouvement d'un objet lancé dans un champ de pesanteur. Reprenons notre problématique posée tout au début de ces capsules. On se posait la question si Antoine Griezmann communiquait une vitesse V0 de valeur 12,5 mètres par seconde, dont la direction fait un angle alpha de 55 degrés avec l'horizontale, pouvait-il mettre le but, sachant que Griezmann se situait à 14 mètres de la ligne de but? On prend donc l'équation de la trajectoire et on va calculer l'altitude z du ballon lorsqu'il sera à une distance x de 14 mètres de son point de départ. Après calcul, on obtient que z est égal à 1,3 m. On avait dit que le tir serait réussi si l'altitude était inférieure à 2,44 m. Donc Griezmann a bien réussi son tir, le ballon est bien passé sous la barre transversale et entré dans les buts.
Cette deuxième capsule se termine et elle nous a permis d'établir les équations horaires du mouvement d'un objet dans un champ de pesanteur. À partir de ces équations horaires, on a établi l'équation de la trajectoire et on a pu répondre à la problématique que l'on avait posée tout en début de chapitre. Ces capsules nous ont permis également de déterminer le fil conducteur que l'on doit suivre pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques.